Et si vous voulez porter un projet comme je viens de l'évoquer, il faut amener de la collaboration, il faut amener de la transparence. Et là, pour le coup, cet outil, il est un peu plus collaboratif qu'un Excel dans votre PC, quoi. Donc c'était l'une des premières, dans les cibles qu'on avait mis et les moyens et les points de passage que l'on avait dans notre trajectoire, dans notre transformation, c'était évident qu'il fallait très très vite amener de la confiance avec nos prescripteurs. Parfait, bonjour. Bienvenue Jean-Marc sur ce nouveau podcast des achats. Jean-Marc Espagne, vous êtes le directeur achat du groupe Sanef, qui est une gestion de réseau d'autoroutes aujourd'hui, sur lesquels vous vous axez surtout sur du BTP et des prestations de services. Par contre, vous avez un parcours assez original puisque vous avez travaillé auparavant pendant de nombreuses années dans l'automobile, et pas des moindres, hein, PSA, Forestia notamment. Et donc, on va aborder aujourd'hui trois sujets. Le premier sujet, c'est comment on passe finalement d'un secteur de l'automobile, très normé, très structuré, à un secteur du BTP, qui n'est pas le plus reconnu, on va dire, pour cette partie maturité achat. Et puis, on aimerait voir un peu comment vous avez monté votre service achat dans cette nouvelle société, quelles ont été les réorganisations, les jalons, ce que vous avez ressenti, et puis qu'est-ce qui vous reste à faire aujourd'hui après quasiment 2 ans en poste, même un peu plus de 2 ans en poste de directeur achat chez Sanef. Donc bienvenue Jean-Marc, merci encore pour être sur ce podcast. Je vous laisse nous présenter un peu votre parcours et ce qui vous a amené en fait à faire cette transition au niveau des achats. Bonjour Olivier, merci pour cette introduction. Je suis effectivement ravi de venir échanger autour de notamment ce que les achats vont pouvoir apporter dans un domaine, comme vous le disiez, du autoroutier et très centré sur des achats de travaux publics. Donc effectivement, j'ai commencé ma carrière d'achat début des années 2000 dans l'automobile chez PSA, avec une dizaine d'années dans le constructeur français, avec des achats, c'est vrai, extrêmement matures, normés, développés sur toute la chaîne de valeur, du très amont, avec des catégories management très avancées, jusqu'au très aval dans les négociations d'exécution et des suivis de prestations fournisseurs. Euh, Justement, c'était intéressant, à force de toutes ces expériences et de ce parcours, après que j'ai pu compléter aussi dans d'autres entreprises avec d'autres choses vues plutôt dans un domaine industriel. C'était extrêmement intéressant de relever le challenge que Sanef me proposait, qui était de mettre en place cette culture achat en montant la direction des achats. Et j'avais la chance aussi que le directeur général faisait la démarche de monter cette direction des achats au comité de direction. Donc, c'était en plus une volonté du directeur général. Et voilà, le challenge était ambitieux, mais extrêmement stimulant. Donc, je l'ai relevé. Si on peut parler 2 secondes de Sanef, effectivement, pour comprendre dans quel domaine on est. Donc, Sanef, c'est un des trois gros gestionnaires d'autoroutes en France. Alors, il se trouve qu'on a la particularité par rapport à nos confrères de Vinci et de AP2R, qui sont adossés au groupe Eiffage, c'est que on n'est pas adossé à un groupe de travaux publics de BTP. On est ce qu'on appelle des pure players, hein, autoroutiers. On a en plus, nous, on fait partie du groupe Avertis. Avertis, qui est un groupe espagnol, une holding financière qui regroupe plusieurs autoroutiers dans le monde, et ce qui en fait que ce groupe, cet écosystème-là, est le plus gros autoroutier au monde. Donc en fait, on a un vrai professionnalisme, une vraie expertise dans le métier d'autoroutier. L'autre particularité de Sanef, c'est que dans les autoroutiers en France, c'est qu'il a les principaux accès, une majeure partie des accès à Paris, à la capitale, avec beaucoup de problématiques domicile-travail, là où on peut penser que l'autoroute, c'est plutôt la route des vacances. C'est vrai que nous, on a un réseau alors assez lié au trafic économique avec l'A1 vers le nord et puis l'A4 vers l'est. Donc, le réseau de Sanef, c'est vous tracez une ligne de Caen à Strasbourg et vous prenez tout le nord en passant par Paris, comme je viens de le dire. Et donc, cet accès à Paris qui permet justement aujourd'hui de relever des nouveaux challenges de mobilité, donc toutes les nouvelles discussions qu'il peut y avoir dans le cadre du virage que prend la mobilité aujourd'hui. On est dedans et je suis persuadé qu'à l'avenir, l'autoroute va faire partie de cette nouvelle transformation.
Voilà, SANEF, c'est donc un contrat de concession avec l'État. Contrat de concession, ça veut dire dans ce contrat-là, on finance, on construit et on entretient et on exploite donc les 2000 à peu près kilomètres d'autoroute dont nous avons la gestion. Donc c'est une délégation de mission de service public dans lequel on doit assurer sécurité et fluidité, notamment à partir de tous les événements, accidents qui peuvent se passer sur notre réseau. Voilà. On a une très belle feuille de route de modernisation de nos infrastructures IT. Donc ça, c'est important aussi à savoir parce qu'on n'achète donc pas que des travaux publics et de l'inspection, de l'entretien d'ouvrages, de structures et de chaussées. On achète aussi de l'IT. Tout ce qui est l'infrastructure que vous voyez au niveau des péages et toute la collecte du péage, c'est du logiciel, c'est du hardware. Donc ça aussi, ça nécessite pas mal de compétences d'achat d'électronique et de logiciels que j'ai pu aussi avoir dans l'automobile. Voilà, et c'est beaucoup de biens et de fournitures, bien entendu, pour exploiter l'autoroute, de matériel, pour la viabilité hivernale, vous l'imaginez bien, mais aussi pour l'entretien des espaces verts. Voilà, et enfin, SANEF, c'est une grosse responsabilité aussi sociétale et environnementale. SANEF, c'est un dynamisme avéré pour les territoires que l'on traverse. On parle très souvent aujourd'hui des zones urbaines et de tout ce qui se passe dans nos villes. Mais SANEF, c'est un allié des territoires de nos campagnes, hein. C'est un ancrage local qui est très fort et j'en parle parce que c'est extrêmement prégnant dans nos types d'achats. On a un achat effectivement très made in France, à 96%, très local. Bon, c'est assez compréhensible aussi quand on achète des travaux publics, d'autant plus qu'on a des très belles boîtes de TP et de BTP en France. Voilà, mais on a aussi beaucoup de relais auprès des boîtes de TP locales, des petites PME du coin pour nous faire les petits travaux. Voilà, avec donc une ambition d'être extrêmement responsable auprès de nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires, nos territoires qu'on traverse. À la fin, en quelques chiffres, SANEF, c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont là-dedans, il faut le savoir, un demi-milliard d'impôts à peu près, hein, un demi-milliard d'impôts et taxes qui remontent à l'État. Donc, on est aussi contributeur de cette économie. C'est, je vous l'ai dit, 350 millions d'euros à peu près d'achats, dont 96% en Made in France. Voilà, donc aujourd'hui, quand on parle de relocalisation, ce n'est pas forcément une chose qui va me concerner dans l'immédiat. Et puis, c'est à peu près une dynamique autour de 20 000 emplois, ce que l'on génère, en plus de 1500 salariés directs de l'entreprise. C'est 20 000 emplois générés en France par cette économie et c'est dit comme contribuant à peu près 2,6 milliards d'euros de PIB national. Voilà, si on peut dresser le tableau SANEF au regard de l'environnement achat que je manipule, donc des activités achats. C'est un portrait finalement sur lequel vous avez eu un discours très différent, j'imagine, quand vous étiez chez PSA et SANEF. Tout ce que vous venez de dire, on a l'impression que c'est presque l'opposé d'un constructeur automobile qui va au contraire, lui, aller chercher l'optimisation dans le monde entier, et qui va avoir beaucoup moins cet impact local finalement, par définition, pas parce qu'ils sont contre le local, mais parce qu'ils doivent vendre leurs produits dans le monde entier. Oui, alors après, ce que j'ai peut-être pu connaître dans les débuts des années 2000 dans les achats automobiles et ce qui se fait maintenant, il y a eu une page aussi qui s'est tournée, il y a des crises qui sont passées. On dit qu'aujourd'hui, la crise Covid va venir changer un certain nombre de pratiques, notamment dans le monde des achats, et je pense que le métier d'achat a un rôle extrêmement avant-gardiste et précurseur à avoir là-dedans. Néanmoins, l'automobile a subi des crises dans le passé qui font aussi que les responsabilités, les comportements ont peut-être changé. Et on parle quand même dans l'automobile, même si c'est une feuille de route très internationale, on parle de plus en plus de local for local, où vous achetez finalement dans le local où vous êtes. Donc effectivement, si vous avez un marché en Asie ou un marché aux États-Unis, vous allez peut-être aussi acheter aux États-Unis et en Asie également pour ces besoins-là. Donc il faut remettre le curseur international par rapport aussi au marché que vous exploitez. Effectivement, moi, j'ai une délégation de service public, un SANEF a une délégation de service public française. Effectivement, notre terrain de jeu, c'est la France. Et je le répète, 2/3 de nos achats sont des travaux publics. Voilà, on a de magnifiques
entreprises de BTP en France, pour ne pas nommer nos majors, mais que sont Vinci, Bouygues et Eiffage. Mais on a tout un tas de boîtes locales et de petites PME qui font des travaux, qui nous aident au quotidien pour être réactives et faire de très belles interventions aussi sur notre réseau et exploiter et entretenir notre domaine autoroutier. C'est le grand écart existe effectivement. Maintenant, le challenge était effectivement très élevé pour un SANEF, parce que je dirais que la principale chose qu'il faut avoir en tête quand on arrive chez SANEF et qui peut changer par rapport au monde industriel que j'ai connu, c'est le fait qu'en fait, c'est le risque commercial. En fait, je l'expliquais tout à l'heure, mais c'est peut-être pas aussi trivial. Le contrat de concession a valeur en fait de fin déterminée à l'avance. On sait que le contrat de concession prendra fin en 2031-2032 selon la société juridique dans laquelle on se trouve dans le groupe SANEF. Donc ça vous donne une date de fin, mais néanmoins ça nous donne aussi une pérennité de 10 ans. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde économique, je ne sais pas si beaucoup d'entreprises peuvent se targuer d'être sûres d'avoir 10 ans d'espérance de vie. Et quelque part, c'est assez important à avoir en tête, parce que c'était ce risque commercial que vous avez dans une boîte industrielle, dans une boîte de vente commerciale qui a un produit à venir porter et vendre. Bah, ce risque-là, on ne l'a pas. Voilà. Donc, je pense que je ne veux pas dire que c'est un frein pour implanter une direction des achats, mais c'est quelque chose à avoir en tête qui peut parfois changer les appuis que vous trouvez pour les arguments quand vous implantez vos achats. Voilà, vous ne les trouvez pas forcément dans l'immédiateté du coût, comme vous allez le trouver sur un produit où il faut dégager de la marge et il faut trouver des valeurs de la valeur ajoutée sur votre fabrication, etc., etc. Ok, ouais, effectivement, je vois bien la différence. Du coup, ça me fait venir un peu au deuxième point que je voulais voir. Vous êtes arrivé chez SANEF sans qu'il y ait une réelle direction achat. Donc, vous avez pris, on va dire, une société qui est quand même énorme. On parle, comme vous dites, plus de 350 millions d'euros d'achat, managé, géré, on va dire, par chacun des départements, j'imagine. Pas avec forcément des processus achats, avec peut-être des acheteurs, mais qui n'ont pas forcément une cohésion entre eux, pas forcément de grosses synergies, ni de plan d'action à long terme en termes de stratégie achat pure. Comment vous êtes arrivé finalement il y a 2 ans chez SANEF dans cet environnement-là? Premièrement, comment la direction achat a été convaincue de mettre un poste de directeur achat? Parce que j'imagine que ça doit être une création de poste. Comment ils ont pris cette décision-là? Quels moyens ils vous ont donné? Combien de temps ça a duré pour que vous vous dites, bah, ça y est, notre direction achat est prête? Peut-être qu'elle ne l'est pas encore d'ailleurs, ça vous allez nous le dire. Donc voilà, j'aimerais un peu revenir sur, finalement, la question, c'est comment on crée un service achat from scratch. Donc, comme vous l'avez dit, hein, on n'attend pas d'avoir. SANEF n'a pas attendu d'avoir une direction des achats pour acheter. Donc, effectivement, c'était siloté dans chaque opération, hein, dans chaque projet. Voilà, donc on sait aussi l'inconvénient d'avoir une vision achat qui est extrêmement bornée sur votre périmètre opérationnel. La volonté de la DG, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y avait en fait SANEF et depuis peu entreprise entièrement privée et donc dans une vraie dynamique et une modernisation depuis quelques années. Voilà, notamment mon directeur général Arnaud Kémar, qui a pris les commandes de l'entreprise il y a quelques années, a lancé un grand projet de modernisation de l'entreprise pour y retrouver une dynamique de modernisation des process, d'efficience, d'efficacité, et sortir un peu peut-être de cette fonctionnement un peu d'administration qu'il y avait avant. Dans le cadre de ce projet-là de transformation, et lui, il a un passé industriel aussi, il était clair pour lui qu'il était important de mettre en place cette maturité achat via une direction des achats. Alors, quand j'ai rejoint l'entreprise et qu'on a échangé sur la cible que l'on voulait de ce projet de transformation, parce qu'il faut bien commencer d'abord par se donner une cible, sinon vous partez dans le flou. Ce qu'on a bien dit, c'était que l'objectif était double, à la fois monter cette direction des achats, mais surtout
monter en maturité toute l'approche achat de l'entreprise. Donc, il fallait trouver un système un peu à géométrie variable où, certes, on constitue des équipes internes à la direction des achats pour prendre un certain nombre de projets, mais aussi il fallait trouver un moyen que tous les projets ne soient pas que portés par cette direction d'achat, et c'est toute l'entreprise qui est une approche différente de la gestion fournisseur, de la gestion projet, de l'expression de besoins par de la fonction et non pas par de la solution, de toute cette maîtrise du risque dans la relation fournisseur, et peut-être aussi parfois de l'équilibre entre le donneur d'ordre et le fournisseur. Voilà. Donc ça, c'était la cible. Donc, dans un premier temps, ça, après, de manière assez classique, il a fallu. Alors, il y avait des petits embryons d'achat qui existaient, de services achats, d'équipes achats qui étaient en fait dans la direction de la finance, qui étaient principalement centrées autour des activités d'administration des achats. Donc, la commande, la contractualisation. Il faut savoir, je ne l'ai pas précisé au début, mais SANEF, comme c'est les travaux publics, c'est un contrat de concession avec l'État, c'est à peu près 2 tiers d'achats qui sont liés assimilés à la commande publique. Ce n'est pas exactement la commande publique, mais c'est à peu près les mêmes mécanismes. Donc, on a cette chance d'être à cheval sur la procédure formalisée de la commande publique et les procédures classiques des contrats privés. Enfin, plutôt, on va dire classiques, plutôt libres des contrats privés. Voilà, donc il a fallu aussi sortir de cette emprise, on va dire, de la procédure formalisée publique qui est, quand elle n'est pas forcément anticipée, pas forcément vue avec un regard de professionnel, d'acheteur, peut-être vue comme une contrainte plus juridique, administrative qu'une opportunité parfois, des belles opportunités achat. Voilà, donc on a regroupé ces gens-là. Et puis, on a créé l'autre métier qui est le métier classique de l'acheteur, que je connaissais effectivement dans mon passé. Voilà, alors il y avait quelques personnes qui faisaient ça, mais voilà, on a construit autour d'elles. Et en fait, dans le parcours, donc, je suis arrivé courant de l'année 2019. En fait, on a créé cette direction au 1er janvier 2020. Et encore, on a continué avec quelques organisations qui ont pris un peu de temps. Parce que, comme vous le savez, en mars 2020, il y a un petit truc qui nous est arrivé sur nous tous, hein, qui s'appelle la crise du Covid, qui a fait que certain nombre de projets, notamment de réorganisation, ont dû être ralentis, mis en stand-by. Néanmoins, on est arrivé à une équipe et une réorganisation complètement stabilisée au 1er juillet 2020. Et donc, ça fait maintenant bientôt 9 mois qu'on travaille à organisation vraiment figée avec ce groupe de personnes qui s'occupent de l'administration des achats, donc sur lequel on a lancé des projets de modernisation des process. Donc, ils sont garants des process achats, des outils achats. Donc, on a travaillé, et j'ai principalement travaillé pour l'instant sur la modernisation des process, parce qu'il était important de ne pas aller venir catapulter des nouveaux outils de partout si vous n'aviez pas fait votre nettoyage et que vous n'aviez pas mis un peu de clarification dans les flux, dans les entrants, dans les sortants, avant de mettre toute cette étape de digitalisation. Pardon. Donc, on a fait tout ce travail-là sur l'année 2020 dans cette équipe. Et là, début 2021, on est en train de lancer notre vrai gros projet de digitalisation des processus, avec une analyse de l'état de l'art qu'on a aujourd'hui, puisqu'on a quelques outils quand même, notamment basés autour de SAP, mais on a un certain nombre d'outils autour qui tournent. Donc, on a un gros projet d'efficacité de nos processus achats et de digitalisation pour assurer une fluidité et garantir une expérience utilisateur qui sera bien mieux que celle d'aujourd'hui, ça je vous garantis. Voilà. Et ça, donc ça, c'est le premier groupe qu'on a constitué dans notre organisation. Et le deuxième groupe que j'évoquais, qui sont donc les acheteurs. Donc, on a construit, qu'on a recruté pour la plupart. On a beaucoup de recrutement. Alors là aussi, ça a été une grande difficulté parce que SANEF, dit comme ça attire pas, sur un papier, ça attire pas tout le monde, j'en conviens. Ça fait pas forcément rêver des jeunes acheteurs de venir rejoindre SANEF. Ils ont peut-être plus envie, et je vais pas leur jeter la pierre, j'ai commencé par l'automobile, mais en tout cas par l'industrie et par des entreprises peut-être beaucoup plus internationales. Donc, il faut jouer un peu de notre réseau aussi pour venir convaincre, expliquer quel est notre projet. Voilà, mais au final, on a une très belle équipe aujourd'hui maintenant qui est constituée, qui finit de se constituer là ces quelques semaines. Et donc, ce groupe d'acheteurs sur lequel on a construit là aussi tous les process, toutes les interventions, toute la valeur ajoutée qu'ils peuvent dégager au sein de l'entreprise. Ce qui a été un beau challenge là-dedans, en plus du recrutement, ça a été de réussir ce que je vous disais au tout début en introduction, de trouver ce process à géométrie variable. Parce que dès le début, on a dit qu'on ne mettrait pas autant d'acheteurs qu'il ne faut pour gérer tous les appels d'offres, toute l'activité achat propre que l'on peut avoir.
Ce qu'on a décidé avec mon patron, c'est de définir à peu près une taille de un peu plus de 10 acheteurs pour gérer les 600 appels d'offres par an, les 5000 fournisseurs et la centaine de catégories que l'on a dans notre spend. Donc, bien évidemment, je n'ai pas des surhommes, on ne fait pas tout ça. Donc, il fallait trouver ce process à géométrie variable pour justement venir prioriser les endroits sur lesquels il y a de la valeur ajoutée. Et après, ce que je vous disais dans le projet, c'était le reste du projet, c'était essayer d'agglomérer autour de cette équipe interne, direction des achats, aller trouver des relais dans les différentes directions prescriptrices qui porteraient ce message et qui pouvaient aussi avoir une casquette d'acheteur pour un certain nombre d'opérations dans lesquelles on leur déléguait notamment des appels d'offres. Donc, il a fallu créer aussi cet écosystème achat autour de cette équipe d'acheteurs pour faire en sorte qu'à 10, en fait, on n'est pas que 10, on est toute l'entreprise et que ça soit toute l'entreprise qui élève cette maturité d'achat. Pour être complet dans la réponse, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, des choses très classiques. On a travaillé sur 3 piliers. Le pilier amont achat, avec tout le principe de catégorie management que l'on connaît, travail amont, travailler avant le besoin, travailler avant les appels d'offres, travailler les panels fournisseurs, échanger avec des donneurs d'ordre similaires pour venir chercher des bonnes pratiques, aller capter l'innovation de nos fournisseurs. Le pilier, bien évidemment, de l'appel d'offres, on est venu professionnaliser l'approche de l'appel d'offres. Et le dernier pilier qui est l'exécution et surtout le dialogue fournisseur, qui était peut-être, qui était de manière certaine, pas transversale avant qu'on arrive, qui était, on le disait tout à l'heure, par silo, par opération. Et quand on a commencé à mettre en place nos rituels avec nos fournisseurs clés notamment, je peux vous dire que ça a été extrêmement bien reçu de la part de nos fournisseurs qui, enfin, avaient une prédictibilité de ce que c'était le business SANEF, avaient une anticipation, avaient une préparation, comprenaient ce que l'on attendait d'eux selon les différentes opérations, qui avaient une visibilité à 360 degrés avec un interlocuteur de tout SANEF. Et ça, c'était nouveau et ça a amené une grande dynamique de dialogue entre les fournisseurs et nous, ce qui est, à mon sens, l'un des rôles clés d'une direction d'achat in fine. Exactement. Et je reviens sur un point, 600 appels d'offres par an, c'est ça? Mm. C'est Alors, on l'a énorme. même limité. J'ai revu les seuils qui étaient avant en fait issus en fait d'une problématique financière hein, qui voulait de contrôle de gestion aussi, qui voulait qu'il y ait trop souvent ce suivi appel d'offres avec leur suivi de contrôle de gestion. Donc, on a laissé les seuils au contrôle de gestion pour le contrôle de gestion et nous, on a recréé de nouveaux seuils qui nous ont permis en fait de restreindre à 600 appels d'offres. Alors, on pourrait encore le restreindre encore plus, mais ça nous permet d'avoir une couverture achat à 90% du spend, ce qui est une très bonne couverture. Maintenant, comme je l'ai dit, sur 600 appels d'offres, on positionne nos acheteurs selon la typologie des appels d'offres, selon le risque, selon un certain nombre de critères qu'on a évolués, que les acheteurs connaissent bien maintenant, selon la dynamique managériale qu'on met aussi autour de nos catégories et les priorisations associées. Donc, bien entendu, on ne suit pas, mes acheteurs ne suivent pas directement les 600 appels d'offres. À peu près, ils ont la responsabilité d'un tiers de ces appels d'offres. Par contre, on a mis un process qui nous permet de verrouiller au niveau du management achat, donc ça soit mes responsables achats, soit moi directement selon les seuils et selon les risques, qui nous permet d'aller verrouiller ces 600 appels d'offres dans le cadrage et même quand ils sont délégués aux prescripteurs, comme je l'évoquais tout à l'heure. Oui, il y a un accompagnement des acheteurs, parce que sinon ça ferait 5 appels d'offres par mois et par acheteur, ce qui devient délirant. Là, déjà, si on traite un tiers, ça en fait quasiment 2 par mois, ce qui est déjà un beau challenge, plus l'accompagnement des utilisateurs. Du coup, je voulais revenir sur un point, déjà un point très intéressant, c'est que vous êtes rentré dans une société finalement qui croyait aux achats, parce que non seulement ils ont recruté un directeur achat, et si j'ai bien compris, vous en donnez les moyens de recruter une équipe. Alors, vous n'avez peut-être pas recruté 10 personnes, mais vous avez quand même monté une belle équipe achat. Et en plus de ce que j'entends, vous avez en plus les moyens de digitaliser le process. Donc, je pense que c'est un peu le rêve de tout directeur achat, c'est-à-dire je peux recruter, je peux digitaliser, c'est parfait. Alors, ça ne s'est peut-être pas fait facilement. Et je voulais revenir en fait sur effectivement les jalons que vous avez mis en place, si on pouvait résumer des jalons clés, on va dire, depuis votre arrivée, et puis ceux que vous avez encore à mener dans les mois ou les années à venir.
Alors, je vous rassure tout de suite, mon directeur général est un directeur général classique, donc ce n'était pas open bar non plus. Donc, on a dû effectivement convaincre sur un certain nombre de choses, prouver la rentabilité d'un acheteur aussi pour pouvoir accroître effectivement ses équipes. On a finalement dans le concept des brebis égarées qu'il y avait un peu partout avant dans différents services, mais en groupant, des fois en fait vous avez l'impression d'accroître votre force, mais en fait en nombre. Mais en fait, le fait de se regrouper et de travailler sur votre efficacité, il n'y a pas eu forcément à certains endroits pour certaines tâches d'augmenter la bande passante. Il a juste fallu retravailler. Voilà, donc on a pu aussi optimiser, et c'est pour ça que je voulais cet équilibre entre ces deux jobs, on va dire, ces deux grandes entités, ces deux grands départements dans la direction des achats. C'est cette partie euh, administration des achats, où là, on peut aussi optimiser les équipes et les ressources. Et d'un autre côté, la partie ingénierie acheteur, sur lesquels on peut venir croître. Et au regard de la direction, garder un équilibre tout de même de ressources. Voilà, là où on a vraiment cette impression d'avoir élargi le nombre de personnes qui sont embarquées dans ce projet, c'est parce qu'on est allé chercher des points d'appui dans les directions prescriptrices où en fait on a des personnes qui se comportent comme des acheteurs, c'est-à-dire qu'elles sont formées comme les acheteurs, elles sont dans le management qu'on peut faire et dans l'impulsion managériale qu'on peut donner, elles reçoivent ces enseignements-là. Donc en fait, c'est toute l'entreprise qui est en train de s'élever petit à petit. Et de plus en plus, on se dit qu'on n'a pas besoin de plus d'acheteurs pour aller occuper le terrain de ces 600 appels d'offres, parce qu'on a trouvé un moyen un peu innovant et un peu à géométrie variable, hein, c'est comme ça que je l'appelle, pour venir adresser tout le scope. Donc ça, c'était votre première question. Sur les aspects digitalisation, on n'a pas eu beaucoup de moyens non plus. Moi, j'ai eu la chance, enfin, je trouve qu'on a fait une belle acquisition en arrivant chez Sanef. En fait, on a une colonne vertébrale qui est SAP, parce que ça s'est poussé par notre actionnaire, donc Abertis, qui a une volonté de créer un outil unique pour l'ensemble de ces différentes sociétés autoroutières dans le monde. Donc, il nous a poussé SAP. On a réussi à leur prouver la valeur. Alors, je ne voulais pas digitaliser d'entrée pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure, parce qu'il fallait faire un peu de ménage. Et si vous faites, je suis persuadé que si vous ne faites pas ce ménage avant de digitaliser, vous retrouvez le même bazar, mais dans un outil après. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. En plus, ça vous coûte, je pense, beaucoup plus cher. On a néanmoins, c'est un peu la méthode des itératives, quoi. Il fallait quand même avancer un peu sur le process, mais il fallait quand même un petit truc qui change un peu le quotidien bien évidemment de l'Excel classique qu'il y avait avant quand je suis arrivé, des 2000 Excel qui gravitaient autour des activités achats. On a fait l'acquisition de l'outil Perangusta, qui est un bel outil de planification et de visibilité sur la performance achat. Et je crois qu'il nous a amené cet outil-là assez vite, une rupture dans le pilotage et la collaboration qu'on a trouvé avec nos prescripteurs. En plus, c'est une belle interface au niveau visuel, elle est quand même assez sympa, et la valeur ajoutée est collaborative et partagée, et elle est assez immédiate. Et ça nous a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de ne pas véritablement digitaliser pour les mauvaises raisons que de la digitalisation faite trop précoce, et à la fois d'apporter quand même une espèce de rupture. Donc, on a beaucoup travaillé avec Père Angousta justement là-dessus, et ils nous ont pas mal accompagnés, et ça, Donc, ça a été une belle chose. donc plutôt sur Et la gestion de projet pour voir en fait ce que ouais. et les acheteurs et les collaborateurs dans toute l'organisation allaient travailler en disant voilà, on a un plan de route, il y a 600 appels d'offres, entre guillemets, ben, je théorise peut-être, mais les 600 appels d'offres sont dedans pour voir un peu comment on répartit les tâches. Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, enfin, c'est assez naturel. Vous arrivez dans une boîte qui fait principalement des TP depuis X années. Je ne vous décris pas ce que c'est un directeur de projet, de chantier qui fait 30 ans, depuis 30 ans des chantiers de TP. Il voit arriver un acheteur, quelqu'un qui reprend une direction des achats, qui prend une direction des achats, qui arrive avec son expérience d'acheteur industriel. Il a quoi en tête? Ce qu'il a entendu partout, c'est qu'un acheteur, c'est un cost-killer. Alors, on le sait tous que cette étiquette-là, elle n'existe plus, elle est révolue. Néanmoins, elle nous colle quand même au basque.
un peu partout, surtout dans des domaines sur lesquels les achats n'ont pas fait leurs preuves. Et, et si vous voulez porter un projet comme je viens de l'évoquer, il faut amener de la collaboration, il faut amener de la transparence. Et là, pour le coup, cet outil, bah, il est un peu plus collaboratif qu'un Excel dans votre PC, quoi. Donc c'était l'une des premières, dans les cibles qu'on avait mis et les moyens et les points de passage que l'on avait dans notre trajectoire, dans notre transformation, c'était évident qu'il fallait très, très vite amener, bah, de la confiance avec nos prescripteurs, et ne pas tomber dans ce regard de l'acheteur qui tue les coûts, qui tue la valeur ajoutée et qui se targue après de faire moins 10 ou moins 15% partout sur tous ces appels d'offres. Vous l'avez dit, on va peut-être parler après de jalonnement, d'indicateurs, etc. Il était important de ne pas tomber dans effectivement cette scope-là de regardez, j'ai fait moins 15% aux appels d'offres et puis en fait, je m'en fiche de ce qui se passe après pendant le chantier et du bain de sang que ça peut être à par ailleurs. Donc, il fallait amener cette transparence. Et voilà, donc c'est ce qu'on a trouvé aussi par cet outil. Et donc, pour venir par rapport aux moyens qui ont été donnés, bon, c'est pas les outils, c'est pas un outil du type SAP, Evalua, etc., avec toute une chaîne complète. Donc, c'est pas du tout les mêmes coûts. Donc, bon, c'était pour revenir, j'avais pas non plus un portefeuille illimité pour la digitalisation. Là, pour ce qui est du process du projet que l'on lance cette année, oui, effectivement, à la suite de l'analyse qu'on est en train de faire, les moyens seront effectivement certainement tout autres. Mais c'est toujours pareil, c'est une question de rentabilité et de retour sur investissement, ça j'en suis persuadé. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que sur les jalons, il y a un jalon prépondérant, c'est d'arriver à contrôler déjà les flux de projets avant de se dire je vais contrôler les flux de transactions à 100%. Parce qu'on a SAP, j'imagine, qui peut vous aider, mais on sait très bien Oui, qu'SAP n'est pas forcément hyper adapté pour contrôler tout ce qu'on veut. Mais par contre, déjà, on dit on contrôle au moins les projets amont. Et ensuite, comme vous dites, on va travailler peut-être sur de la digitalisation plus poussée, sur du transactionnel, avec des circuits de validation, des gestions de budget, que sais-je, plus adaptés. c'est exactement ce qu'on fait. Alors en plus, au regard des réglementations et des obligations qu'on a autour de la facturation, donc de toute manière, on utilise aussi cet aspect réglementaire pour lancer cette dynamique. Et là, on parle du flux aval achat, effectivement. Mais ça a été important, effectivement, dans notre jalonnement, d'apporter cette confiance département, prescripteur après prescripteur. Voilà, on a aussi, vous demandiez dans les jalonnements que l'on a eu. Alors, dans les indicateurs, là, pour terminer sur ce point-là de couverture, effectivement, on a parlé plutôt on a mis en place un indicateur de couverture, effectivement, de projet. Et on est extrêmement satisfait parce que là, depuis quelques mois, on atteint le 100% systématique d'inscription de tous les projets dans une phase amont de nos projets, c'est-à-dire avant un certain jalon de maturité du projet, on est intégré. Et ça fait depuis 2 mois, là, 2-3 mois là, qu'on est à 100% des projets intégrés en amont. Donc après, on met en place nos modes de pilotage, notre curseur de géométrie variable en fonction de si on investit ou pas de l'acheteur. Mais au moins, on est au début et au moins, c'est nous qui décidons si on doit y aller ou pas. Et ce n'est pas quelqu'un qui prend sa décision à notre place en nous disant bah, je ne vous ai pas intégré parce que je ne pensais pas que vous apportiez la valeur ajoutée. Là, maintenant, c'est bien nous qui répondions de ça. Donc, c'est ça qui est extrêmement vertueux dans la démarche. Dans les jalonnements et indicateurs qu'on a pu suivre et mettre en place pour poursuivre ce plan de transformation, il nous a été important aussi de cibler tout le travail qu'on faisait auprès des fournisseurs. Je vous l'ai dit, le vrai bond en avant. Et eux-mêmes, après, les fournisseurs en parlaient avec leur opérationnel. Je reprends la casquette du directeur de chantier depuis 30 ans. Quand il a son directeur de chantier en face de lui, homologue fournisseur, qui vient lui dire en disant bah, les achats, ils font un truc pas mal. Je commence à avoir de la vision 360 sur l'entreprise. Tiens, ce qu'on a fait là, on pourrait le faire sur tel autre chantier. Tiens, la difficulté qu'on a là, j'ai appris que sur tel autre chantier, ils avaient fait comme ci, comme ça. Je ne dis pas que les opérationnels ne le faisaient pas, ce travail-là, mais c'est quand même beaucoup plus facile pour une fonction achat qui est par nature transversale de faire ce boulot et d'avoir ce dialogue avec le fournisseur. Et en échange, les fournisseurs, donc commercialement parlant, d'avoir cette planification, cette anticipation et cette vision 360 sur l'entreprise, en fait, sont rentrés complètement dans la dynamique. Donc, assez vite, moi, j'ai jalonné effectivement déjà catégoriser les fournisseurs qu'il fallait que l'on mette dans ce scope de travail de proximité. Parce que bien évidemment, 5000 fournisseurs, on ne fait pas la même chose avec tout le monde. Mais comme tout le monde, on a une petite partie de nos fournisseurs qui font 70-60% de notre spend, surtout quand vous travaillez avec les majors du TP.
vous l'imaginez. Et puis, on a mis cela en place, on a bien jalonné cela. Et là, on a les premiers, vous voyez, par exemple, si je prends le domaine des chaussées, le renouvellement chaussées, qui, on va dire, est la plus grosse catégorie d'achat avec renouvellement. C'est-à-dire que chaque année, on entretient de la chaussée. Donc là, pour le coup, on a une certaine récurrence. Et bien, on commence à voir des vrais dossiers d'innovation qui arrivent avec des propositions des fournisseurs. On a changé radicalement toutes nos façons de concevoir nos règlements de consultation et nos cahiers des charges, enfin nos documents, nos DCE, donc nos dossiers de consultation entreprise dans le cadre de la commande publique ont été revus complètement, avec eux aussi sous leur préconisation. Donc, c'est un vrai travail de binôme avec tous les fournisseurs qu'on a fait ça. Et voilà, et ça a été important de le jalonner, de le suivre, parce que c'était depuis le début, je savais très bien que ça allait être extrêmement clé et qu'il fallait se servir de ce pouvoir des fournisseurs pour venir convaincre aussi nos propres prescripteurs en interne. Oui, je vois. Ouais, effectivement, non, mais cette partie collaborative devient de plus en plus prégnante. Et, et du coup, est-ce que vous avez prévu, est-ce que c'est déjà le cas, que les fournisseurs aient un accès finalement en ligne à un portail pour suivre aussi ces projets-là ou autres? Comment vous envisagez cette digitalisation cette fois-ci côté fournisseur? Bah, ça fait partie des choses là que je veux embarquer. Alors, on l'a appelé ce projet P2P, mais je l'appelle le Extended P2P parce qu'il n'y a pas que la chaîne aval achat qu'il faut aller chercher. Il y a tous ces aspects de portail fournisseur, référencement, vie de relation avec nos fournisseurs qu'il faut qu'on améliore. Je sais qu'on est euh, très lourd pour eux dans les aspects référencement, peut-être certainement de notre ADN un peu administrative et puis achat public aussi là-dessus. Enfin, bien qu'on ait une entreprise privée, vous rajoutez à cette couche privée une assimilation à la commande publique qui fait qu'on est assez complexe là-dessus. Donc là-dessus, ça fait partie des choses qu'on a devant nous, qu'il faut qu'on travaille absolument, ne serait-ce que pour améliorer nos relations et dynamiser notre dialogue avec les fournisseurs. Donc, on peut parler de portail fournisseur, tout l'aspect référencement, tout l'aspect management des risques fournisseurs. Il faut qu'on sorte de cet aspect un peu vu de l'acheteur comme étant le garant de tout ce qui est réglementation et administration des cabis, des RIB, et tout ça, voilà, qui n'apporte aucune valeur ajoutée. Donc ça, il faut aussi réussir à le sortir des acheteurs de ce monde-là pour aller le mettre à l'endroit où il y a le moins de valeur ajoutée. Et puis pareil pour les fournisseurs, réussir à le rendre beaucoup plus efficient. Donc oui, oui, ça fait partie des grands projets. En un an, on a bricolé jusqu'ici pour essayer d'améliorer comme on pouvait. Voilà, on a ramassé les grosses pommes qui étaient disponibles, mais il y a quand même un travail de fond à faire qui n'est pas fait à ce jour et qui est notre feuille de route 2021. Parfait. Bah, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Et puis j'imagine très bien de toute façon que monter une direction achat de zéro, même en 2 ans, on n'arrive pas à tout faire. Je vois des directions, ça fait déjà 10-15 ans qu'elles sont créées et elles ont toujours de la montée à maturité à faire. Donc je pense que vous avez encore quelques belles années devant vous pour arriver à construire une direction achat mature comme vous l'imaginez. Puis c'est la beauté de notre métier. Je crois qu'on a un métier, les achats, par nature, c'est un projet sans fin, en fait. Nos limites n'existent pas. Enfin, on peut toujours en faire plus quand on est aux achats. Je trouve que c'est ça qui est extrêmement stimulant. Vous pouvez prendre de plus en plus de catégories d'achats pour en faire de plus en plus de stratégies, de plus en plus d'amont. Vous pouvez intégrer de plus en plus de fournisseurs. Enfin voilà, il y a toujours à faire dans les achats et c'est ça qui est merveilleux. Mais oui, là, on a quand même des grosses étapes en 2021 à passer, des beaux challenges pour là, les prochains mois, de façon à ce qu'on ait encore une belle maturité achat chez Sanef. Et voilà, j'insiste, hein, vu de l'extérieur dans le monde achat, c'est vrai que les achats Sanef, on pourrait croire que il n'y a pas de choses intéressantes. C'est un monde merveilleux, c'est des achats extrêmement variés qui sont complexes et avec une belle feuille de route d'innovation. Et aujourd'hui, avec ce qu'on a construit, le dialogue est très très riche avec les prescripteurs, avec les fournisseurs. Et quand bien même on est sujet à la commande publique, on fait beaucoup de choses par anticipation en avance. Et voilà, tous les jours, une feuille de route qui est extrêmement épanouissante.
Je pense que le message est passé. Donc, à vos CV pour ceux qui cherchent effectivement à postuler dans ce domaine. Je pense qu'effectivement, on ne se rend pas compte des fois qu'il y a des sociétés comme ça qui paraissent un peu vieillottes, mais en fait, qui, comme vous le montrez, ils sont hyper dynamiques dans le domaine des achats. Et il ne faut pas hésiter d'y rentrer parce que rentrer dans une société avec un tel dynamisme, c'est parfois beaucoup plus enrichissant que de passer dans une société hyper mature achat où on va être beaucoup plus sur du presse-bouton. Et allez, je me permets même de dire, pas que dans le monde des achats. Franchement, toute l'entreprise bouge. On a un beau projet devant nous qui est le passage en flux libre de certains de nos tracés, de la 13 à 14 pour ne pas la nommer. On est encore en discussion avec l'État, mais c'est un projet qui va révolutionner l'approche autoroutière. Et ça, c'est des merveilleux projets d'entreprise qu'on n'a pas beaucoup de fois dans une carrière. Et voilà, donc le message, je l'étends aussi pour mes propres collègues du comité de direction qui ont des très belles feuilles de route à l'image de ce qu'on fait aux achats. Super. Écoute, merci beaucoup Jean-Marc. Merci beaucoup pour ces podcasts, pour cet échange. C'est super instructif. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire un nouveau dans les prochains mois. Et puis, écoute, on diffuse tout ça très rapidement. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais, à bientôt.